Dans l'actualité, ce soir, Jean-Baptiste Ouédraogo parle enfin. L'ancien président du Faso, renversé par la révolution de Thomas Sankara, apporte sa part de vérité sur sa gestion du pouvoir, sur la révolution d'août 83, sur son leader, Thomas Sankara. Manque de contradiction, crime, l'homme dévoile dans son livre une autre facette de la révolution burkinabé. Dans ce 19h30, nous irons à Malabo, en Guinée équatoriale, où l'expertise burkinabé se vend bien en matière d'organisation d'événements. Le CITA, le Salon international du textile africain, s'est ouvert hier dans la capitale équato-guinéenne. 34 pays y participent. Voici pour le sommet de ce 19h30. Bonsoir et merci de nous rejoindre. À la présidence du Faso, pour commencer avec le corps diplomatique qui présente ses vœux de nouvel an au chef de l'État. Occasion pour Roch Marc Christian Kaboré de revenir sur l'apport des pays amis dans la lutte contre le terrorisme et sur les enjeux de 2020. Archimède Boy. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, se réjouit du dialogue politique initié pour permettre aux partis de la majorité de l'opposition de s'asseoir autour d'une même table de discussion. Ce dialogue, selon le chef de l'État, a permis de baliser le terrain pour l'organisation des élections couplées présidentielles et législatives prévues en cette année 2020. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nos compatriotes vivant à l'extérieur participeront à l'élection du président du Faso. C'est l'occasion pour moi de remercier tous les partenaires et les pays amis qui accompagnent ce processus. À l'évidence, les chantiers et les échéances de 2020 annoncent une année de grands défis où la paix, la sécurité et la démocratie seront encore au cœur de nos préoccupations. Et c'est pour relever ces défis que le Burkina Faso, chef de file du G5 Sahel, multiplie les rencontres pour venir à bout du terrorisme et de l'extrémisme violent. Récemment, les chefs d'État de l'espace étaient à Pau en France à l'initiative du président français Emmanuel Macron. C'est dans cette optique que la rencontre tenue le 13 janvier 2020 à Pau en France entre le président français et les chefs d'État du G5 a permis de prendre des décisions importantes pour renforcer l'appui de la communauté internationale aux pays du Sahel. Elle a été l'occasion de réitérer notre volonté commune de lutter contre le terrorisme et de tout mettre en œuvre pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité nationales des pays du G5 et d'œuvrer à une meilleure coordination de toutes les forces agissant dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. La mise en œuvre des décisions prises à ce sommet de Pau était discutée justement ce même vendredi 24 janvier à quelques pas du palais de Kosiam. Une rencontre du comité de défense et de sécurité réunissant les différents chefs d'état-major des pays de l'espace du G5. Elle devrait à terme donner mandat à la force du G5 Sahel d'intervenir sur toute l'étendue du territoire des pays concernés. Le corps diplomatique a saisi l'occasion pour exprimer sa compassion aux familles des victimes des attaques terroristes et souhaiter la tenue des élections prochaines dans des conditions optimales de sérénité et de transparence. Ils ont réfléchi sur leur rôle, leur action et leur protection dans ce contexte d'insécurité. Les défenseurs des droits humains se donnent les moyens de leur efficacité et de leur sécurité. Le premier forum sur la protection des défenseurs des droits humains s'est achevé hier sur une note de satisfaction et d'engagement. Abdoulaziz Sari. Ce sont 2 jours de rencontres qui s'achèvent ainsi pour ces défenseurs des droits humains. 2 jours de communication intense, de propositions et de partage d'expériences qui auront permis à la Commission nationale des droits humains, CNDH, de mettre en place des stratégies pour la sécurisation des acteurs œuvrant dans le cadre de la protection et la défense des droits de l'homme. Ces stratégies sont entre autres la création d'une cellule spéciale au sein de la CNDH. On a proposé de mettre en place une cellule spéciale au niveau de la commission parce que la loi dit que nous, on peut créer des sous-commissions ad hoc qui sont chargées de thématiques particulières. On pourra mettre en place une sous-commission, par exemple, sur la protection des défenseurs des droits humains et cette sous-commission pourra avoir des répondants au niveau des différentes localités. Et chaque fois qu'un défenseur des droits humains, dans le cadre de ses activités, est confronté à des difficultés, à des menaces ou à des agressions, qu'on puisse faire remonter justement ces situations rapidement à la Commission nationale des droits humains, notamment à travers cette cellule qu'elle pourra mettre en place pour qu'on puisse saisir les autorités compétentes pour enquêter et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer cette protection effective des défenseurs des droits humains.
Pour la mise en œuvre de ces stratégies, la CNDH pourra compter sur le soutien du PNUD. Nous pouvons vous rassurer, au regard du profil des participants que nous avons eu pendant ces 2 jours, mais également des éléments très précis qui en sont sortis, que nous espérons avoir un mécanisme par lequel nous pourrons apporter notre modeste contribution pour une plus grande prise en compte aussi des droits des femmes défenseurs des droits de l'homme et de tout l'ensemble des défenseurs des droits de l'homme. Rassurés désormais de leur protection dans un contexte d'insécurité, les défenseurs des droits humains s'engagent à poursuivre leur mission avec plus d'engagement et de professionnalisme. Nous nous engageons à mener avec professionnalisme les missions de promotion et de protection des droits humains, de s'assurer de toutes les garanties et précautions dans l'exécution des activités au regard du contexte sécuritaire, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la protection des victimes et des témoins dans le cadre des investigations. Pour les initiateurs de ce forum, l'objectif escompté est atteint. L'objectif est atteint d'autant qu'on a voulu regrouper autour de la thématique de la protection des défenseurs des droits humains dans ce contexte d'insécurité là. Des représentants des 45 provinces du Burkina Faso. Ce qu'on a réussi à faire en 2 jours, on a pu discuter de thématiques d'actualité et définir des mécanismes pour renforcer la protection des défenseurs des droits de l'homme au Burkina Faso. Le forum a connu la participation de plus de 150 défenseurs des droits humains venus des 45 provinces du Burkina Faso. Il était placé sous le thème rôle, mission et protection des défenseurs des droits humains dans un contexte de crise sécuritaire. Sa parole est attendue, voilà maintenant 36 ans. Nous sommes en 2020. Il a décidé de parler à travers un ouvrage baptisé « Ma part de vérité ». Ouvrage dédicacé ce samedi à Ouagadougou. L'ancien président burkinabé Jean-Baptiste Ouédraogo dit vouloir restituer la vérité sur une partie de l'histoire récente du pays. La révolution d'août 83 qui l'a chassé du pouvoir. Ma part de vérité ou l'autre facette de la révolution et de son plus grand meneur, Thomas Sankara. C'est un sujet de Rémi Lambert-Nébier. L'histoire n'est pas une science exacte. Elle s'écrit et se réécrit tant que des récits nouveaux viennent l'enrichir. Ces récits apportent toujours une part de vérité et elle peut être considérée comme édifiante venant d'un témoin privilégié. Ancien président au devant de la scène politique il y a presque 4 décennies, aujourd'hui, le médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo décide d'apporter sa part de vérité, fut-elle un son de cloche contraire. Ma part de vérité vient donc par devoir de mémoire et a posteriori révéler ce qui a été consciemment tu et caché pour les besoins de la cause et livrer à l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, la relation historique des faits controversés de ma gestion du pouvoir d'État. Beaucoup de faits ont été travestis à dessein. Les dénoncer et les rectifier relève de mon devoir de citoyen et j'en userai. Si cette œuvre retrace les péripéties de l'exercice du pouvoir d'État par son auteur, qui aura fait moins d'1 année à la tête du Burkina, ma part de vérité de Jean-Baptiste Ouédraogo est avant tout l'autoportrait du père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara. Il n'était ni ange, ni démon. Donc, comme tout homme, il présentait la double image d'une médaille avec ses 2 faces, celle du bien et celle du mal. Ma part de vérité vient contribuer à révéler la coexistence de ces 2 aspects contradictoires, dont l'un a façonné la personnalité du capitaine Thomas Sankara. J'ai eu à suivre vos différentes déclarations. Je n'ai rien à dire que de vous encourager pour le tome 2 et permettre à la jeunesse d'être édifiée sans passion
sans passion, sans mensonge et sans prétention. Parce qu'il y en a qui sont nés hier et qui crient trop fort alors qu'ils ne savent pas grand-chose de ce qui s'est passé. Une part de vérité de Jean-Baptiste Ouédraogo, réconforté par ce témoignage de l'un des collaborateurs de Thomas Sankara. Mais des questions subsistent quant à la volonté de restituer cette vérité sur celui qui l'aura évincé du pouvoir. Le règlement de compte peut ne pas être loin. C'est loin de moi un quelconque règlement de compte. Un règlement de compte, c'est quand on n'est pas sûr de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit et de ce que l'on pense. Sinon, nous nous sommes retrouvés pour ensemble accomplir une mission pour laquelle nous nous sommes donné 2 ans. 2 ans. Et au bout des 2 ans, nous devions regagner les casernes, libres de tout sentiment. Donc, pour 2 ans, il n'était pas question de faire une révolution. On ne fait pas une révolution en 2 ans. Donc, notre mission, ce n'était pas ça. Et justement, cette œuvre est aussi un procès de la Révolution. Et quand un ancien président du surcroît militaire décide de parler, les voiles se lèvent sur les secrets d'État et même les langues de la Grande Muette se délient. Le président du CSP, Jean-Baptiste Ouédraogo lui-même, devrait être abattu par un certain caporal de Sainte-Cafan, par 238. Ironie du sort, il fut sauvé par l'un des bourreaux, Askia Vincent Siké. Et il lui témoigne sa reconnaissance. Je cite: ma reconnaissance à feu Vincent Siké, ancien légionnaire de l'armée française, recruté par Blaise Compaoré pour encadrer ses hommes. Comme quoi, les mercenaires aussi peuvent avoir du cœur. Fin de citation. C'est moi qui ai envoyé le colonel au commandant Zagra, il était sur le train avec moi. C'est moi qui l'ai envoyé aller arrêter Thomas Sankara, envoyé ici. Voici les gens, vous savez, le chef militaire, le soldat, l'homme, tous ceux qui servent aux ordres, quand vous avez des chefs charismatiques, ils sont prêts aussi jusqu'à la mort. Ces hommes-là, nous les avions. La révolution a venu tout décapiter. C'est ça notre cas. Ce n'est pas à partir de Blaise Compaoré que l'armée a été déstabilisée. C'est à partir de la révolution. On a tout détruit. Il fallait repartir à zéro. L'auteur promet un tome 2. Mais en attendant, l'histoire politico-militaire récente du Burkina Faso se redécouvre à travers ce tome 1 de Ma part de vérité de Jean-Baptiste Ouédraogo. En matière d'organisation de salons, le Burkina Faso a de l'expertise et elle s'exporte. Direction Malabo en Guinée équatoriale pour s'en rendre compte, le CITA, le Salon international du textile africain, se tient là-bas cette année. 34 pays y sont représentés. Le Premier ministre burkinabé a fait le déplacement de Malabo. Précision avec notre envoyé spécial, Luc Pabelgem. C'est ici, à cette place Paseo Maritimo de Malabo, que se concrétise la dimension africaine du CITA, le Salon international du textile africain. Pour ce 6e rendez-vous, le comité d'organisation a frappé très fort en s'installant en terre équato-guinéenne. Cette 6e édition est placée sous la présidence de Théodoro Obiang Nguema Mbasogo, celui-là même qui a parrainé la 5e édition à Ouagadougou au Burkina Faso. Pour ce rendez-vous, 2 allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture, celle-là du commissaire général du CITA, Abdoulaye Mossé, et l'autre allocution du ministre chargé du gouvernement qui a représenté le président de la République. Industrie du textile africain, état des lieux et stratégie de développement est le thème de ce 6e CITA, un CITA qui regroupe plus de 34 pays en terre équato-guinéenne. Lors de la 5e édition, le président de la Guinée équatoriale a bien voulu être le patron de la 5e édition. Et quand son ministre du Transport est venu, il a souhaité qu'une telle activité se déroule au niveau de la Guinée équatoriale.
les autorités de Burkina Faso n'ont pas trouvé d'objection et ce qui nous a amené à organiser en Guinée équatoriale. Et je pense qu'il y a eu une sollicitation, il y a eu une acceptation avec plaisir et je pense que c'est l'Afrique qui gagne. Parce que c'est l'objectif même recherché dès le départ en utilisant et en prônant le textile africain. On ne doit pas utiliser le panafricanisme seulement dans les papiers. Je pense qu'il faut oser aller sur le terrain aussi, voir ce que l'unité africaine, côté politique, culturel, ça peut donner. Et c'est la partie culturelle où nous essayons de rendre ça une réalité. Et je pense que c'est un défi pour tous. Du 24 au 26 janvier 2020, Malabo sera la capitale du textile africain. Le gouvernement burkinabé a été représenté par le Premier ministre Christophe Dabiré et le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, en plus du comité d'organisation et des techniciens du ministère de la Culture pour faire valoir l'expertise burkinabé en termes d'organisation ici en Guinée équatoriale. Ça permet à l'ensemble des pays de se retrouver autour d'un thème qui est fort, celui de faire en sorte que les populations africaines qui vivent du textile, qui vivent du coton, doivent pouvoir bénéficier des retombées positives de ce textile-là. Et c'est pourquoi je tiens à saluer les organisateurs de ce salon qui l'ont délocalisé ici à Malabo. Je souhaite que d'autres pays se portent candidats pour abriter cette manifestation pour la prochaine édition. Vous avez vu la grande parade au niveau de la cérémonie d'ouverture. Après celle-ci, il y aura des expositions vente des tissus issus du textile africain, un grand défilé de mode et une cérémonie de distinction afin de distinguer les acteurs africains qui se sont illustrés au niveau du textile africain. L'ambition du CITA à terme est qu'en Afrique, tous les élèves et les écoliers puissent porter le textile africain comme uniforme à l'école et aussi faire porter par les masses populaires le textile africain. Et ainsi, on parviendra à consommer au moins 50% de ce que nous produisons et cela fera de la valeur ajoutée en termes d'économie africaine. Après l'ouverture, place donc à l'exposition et à la réflexion. La conférence internationale du CITA 2020 pose le débat sur les défis du textile africain. Que faire pour son développement? Les acteurs en parlent à Malabo. Luc Pabelguem. Cela fait la 6e conférence qui se tient en marge du CITA, le Salon international du textile africain. Pour cette fois-ci, les organisateurs ont bon espoir puisque se tiennent à leur côté l'Union africaine, l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Tout est donc réuni à Malabo pour parler de l'industrie du textile africain, état des lieux et stratégie de développement, thème central de la conférence internationale. Ça fait pratiquement 5 éditions que nous organisons la conférence internationale. Et la 6e fois, nous sommes aujourd'hui, mais présents avec l'Union africaine, la CEMAC et l'UEMOA. Pour nous, là où on pense qu'on va être plus vraiment entendu, c'est ce que nous avons atteint aujourd'hui à la 6e édition avec la confiance et la considération de l'Union africaine. Et nous pensons que nous allons aboutir à quelque chose de bien qui va dans l'intérêt des acteurs de la chaîne de valeur. Les propositions issues des 5 éditions écoulées ont été transmises aux États africains. Le Burkina Faso a commencé à les appliquer. En témoigne le Faso d'Anfani exigé aux cérémonies officielles. Mais de façon isolée, l'engouement continental voulu par le CITA se fera difficilement, d'où l'accompagnement salutaire de l'Union africaine. Le développement de la chaîne de valeur du textile et de l'habillement fait partie de la stratégie de l'industrialisation de l'Union africaine, qui est elle-même partie de l'agenda 2063, qui doit permettre à l'Afrique d'être prospère. Nous apprécions beaucoup parce que cela a fait partie en fait, de l'initiative de l'Union africaine de permettre à tous les Africains d'avoir le choix et la possibilité de s'habiller africain et donc de permettre aux producteurs africains de produire des vêtements de la même qualité et à un coût compétitif avec ce qui est produit dans le reste du monde. 2 autres communications ont ponctué ce panel. Il s'agit de la stratégie de la compétitivité de la filière coton-textile dans l'espace UEMOA et une autre communication sur le même thème, mais dans l'espace CEMAC.
À la veille de cette conférence internationale s'est ouverte la compétition au niveau des stylistes et créateurs de mode. Le défilé a eu lieu sous le monument représentant le patron de cette 6e édition et il se poursuivra jusqu'à la clôture à la Grande Nuit du Coton. Des détenteurs d'enjeux en matière fiscale qui examinent avec munitie la loi de finances 2020. Ce sont des opérateurs économiques qui veulent en savoir avec exactitude les innovations de cette loi, les ajustements et les comportements nouveaux à adopter pour accroître leur niveau de civisme fiscal. C'est à la faveur de la 8e édition de la convention annuelle initiée par le cabinet CFA Afrique. Archimède Boy. Réunis autour de cette table, les opérateurs économiques s'imprègnent de l'actualité juridique et fiscale au Burkina Faso. Cette activité rentre dans le cadre de la 8e édition de la convention annuelle du cabinet CFA Afrique. Ces participants venus d'entreprises publiques et privées abordent ce jeudi 23 janvier les mesures fiscales de la loi de finances 2020. Une loi de finances qui comporte des changements notables. De changements notables qui intéressent l'ensemble des Burkinabés, on peut parler de la question de l'exonération de la TVA sur le transport routier de personnes. Et une autre mesure intéressante à souligner, c'est l'exonération qui a été consentie sur les successions de nos militaires qui sont tombés au champ d'honneur dans le cadre donc de la lutte contre le terrorisme. À cette rencontre, aucun sujet d'ordre fiscal n'est tabou. Même la question de l'impôt unique sur les traitements et salaires UITS a fait l'objet de discussions. La question en matière d'UITS concerne l'allègement qui a été consenti sur les exonérations partielles, notamment les indemnités de logement, de responsabilité et de transport. Mais on a encore plaidé, on plaide encore auprès du gouvernement pour aller beaucoup plus en avant, pour que cet allègement-là se fasse mieux ressenti. Parmi les acteurs présents, certains sont venus faire de la veille fiscale. D'autres sont là en tant que personnes ressources pour apporter des éclairages. Ils ont approché l'administration fiscale pour qu'on puisse les assister. Peut-être qu'il y a des questions qui seront, en tout cas, qui vont concerner directement l'administration, qu'on puisse donner un avis éclairé là-dessus. C'est ça l'objet de notre présence auprès du cabinet CFA. On est venu faire de la veille fiscale pour voir dans un premier point les principaux chefs de redressement qui peuvent être appliqués récemment. On a également vu la présentation de la loi de finances, donc c'est utile. Nous allons repartir dans nos institutions et pouvoir vraiment communiquer sur ces nouvelles mesures fiscales. Cette année, cet atelier de formation initié par le cabinet CFA Afrique a réuni une centaine de participants et une quarantaine d'entreprises. Elles sont du secteur bancaire, minier, de la microfinance, du transport et de la logistique. La modernisation de la poste burkinabé passe aussi par l'adressage. Un plan national d'adressage est en cours d'élaboration. Il a fait l'objet hier d'un atelier de validation d'études. Justin Monton. La mise en œuvre de projets sur les... Le secteur postal burkinabé constitue un levier essentiel pour le développement économique et social. Le gouvernement burkinabé, à travers le ministère du Développement, de l'économie numérique et des postes, œuvre à moderniser le secteur pour rendre les services postaux accessibles à tous citoyens burkinabés. Le projet Plan national d'adressage permettra à terme, sur une durée de 10 ans, d'adresser plus de 2 35 000 portes, dont plus de 1 74 000 en milieu urbain et plus de 644 000 en milieu rural, pour un coût estimé à plus de 473 millions de francs CFA. Des actes importants ont été posés, dont, entre autres, on peut citer l'ouverture partielle du secteur aux acteurs privés à travers donc la loi du 25 mai 2010 portant réglementation générale des activités postales au Burkina Faso, l'adoption en avril 2019 de la stratégie nationale de développement postal, l'élaboration en 2019 d'un plan d'investissement de la couverture postale PICP, l'élaboration d'un plan d'opérationnalisation du service postal universel qui est en cours de validation, et bien entendu la réalisation de l'étude portant sur le plan national d'adressage, objet donc de notre rencontre de ce matin.
La validation du plan national d'adressage permettra de compléter et de renforcer l'opération d'adressage menée dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso selon le gouvernement. L'adressage relève d'une nécessité absolue. Aussi, la normalisation de l'adressage dans les communes est une condition d'égalité entre les administrés, l'adresse étant un outil pertinent permettant à chaque citoyen d'être accessible et de bénéficier d'un ensemble de services. L'étude pour l'élaboration de ce plan national d'adressage est menée par un cabinet d'études burkinabé en collaboration avec Global Training and Consulting Service, un cabinet d'études tunisien. Nous nous sommes basés sur une méthodologie qui fait référence à un benchmarking que nous avons pu voir dans des pays voisins comme le Bénin ou encore la France, quelle stratégie était adoptée. Donc l'objectif était vraiment de s'inspirer pour pouvoir proposer une stratégie propre et au Burkina. L'atelier a donc pour vocation de soumettre le projet de rapport provisoire sur le plan national d'adressage de l'étude. Les acteurs commis à la tâche devront apporter des améliorations avant son adoption. À l'international, coronavirus gagne la France. 3 cas ont été déclarés par les autorités françaises. La maladie a déjà fait une quarantaine de morts en Chine. 3 cas du coronavirus chinois ont été confirmés en France vendredi soir. 2 de ces patients sont hospitalisés à Paris, à l'hôpital Bichat, le 3e à Bordeaux. Il s'agit des premiers cas répertoriés en Europe. Les 3 patients, dont 2 au moins reviennent de Chine, ont été placés à l'isolement. Le coronavirus apparu en Chine, dans la ville de Wuhan, s'est propagé à d'autres pays d'Asie ainsi qu'aux États-Unis. Nous allons mettre tout en œuvre aujourd'hui pour circonscrire cette épidémie, sachant qu'il est possible, voire probable, qu'il y ait d'autres cas, notamment en Europe. Parce que ça n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres cas repérés aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autres cas qui circulent. En Chine, Wuhan ressemble à une ville fantôme. La cité de 11 millions d'habitants est en quarantaine depuis jeudi. Il n'est plus possible d'en sortir ni d'y pénétrer. 450 médecins et membres du personnel médical de l'armée populaire de libération sont toutefois arrivés à Wuhan pour participer à la lutte contre l'épidémie. En fait, je ne panique pas, j'éviterai juste de sortir pour quelques jours. Comme la ville est à l'isolement, on peut dire que la situation est assez sérieuse. Nous devons mener notre routine, acheter de la nourriture. Depuis décembre, le coronavirus a contaminé près de 1300 personnes et fait 41 morts dans toute la Chine. La quasi-totalité des victimes ont succombé à Wuhan ou dans sa province. Pour l'instant, l'OMS juge qu'il est trop tôt pour parler d'urgence de santé publique internationale. Pas de cas au Burkina Faso, mais les autorités disent avoir pris les mesures appropriées de prévention. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.